À tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous allons discuter des systèmes de chauffage en rénovation. Nous aurons un focus sur l'échelle unifamiliale pour les projets de grande ampleur ou les immeubles de logement. D'autres techniques sont envisageables et d'autres enjeux opérationnels et politiques sont à considérer. Donc pourquoi aujourd'hui on va se focaliser justement sur les systèmes de chauffage à l'échelle unifamiliale. Hem, Nous sommes dans une période où en Belgique, plus ou moins 2 millions de chaudières, ont plus de 20 ans et consomment donc, plus que, des nouvelles, technologies. Des lois sont établies pour guider la Belgique ou en tout cas, la Wallonie vers des énergies fossiles pour la sortie des énergies fossiles, pardon, ce qui impacte le remplacement des techniques qui sont, vétustes. On va en reparler aujourd'hui sur, les messages politiques et ce que ça implique, au quotidien pour, les décisions des particuliers notamment. C'est le cas de la réglementation sur, la sortie des chaudières à mazout. On va, y revenir, un peu plus en longueur juste après avec nos orateurs. Hem, Aujourd'hui donc on va, parcourir les lignes de conduite politiques, les conséquences qu'elles entraînent et surtout les solutions aussi, qui s'offrent à nous pour savoir que faire, dans ce type de situation. Avant ça, je vais vous présenter, qui on est. Donc pour ma part, je travaille pour Buildwise et nous avons lancé, une série de webinaires qui est intitulée «Les voies de l'innovation dans la rénovation». Donc ce sont des topics uniquement focalisés sur, la rénovation énergétique. Nous avons 3 orateurs aujourd'hui. On fera un petit tour de table pour les présenter. Mais avant ça, Renow, ça sert à quoi? C'est c'est un objectif de fédérer un écosystème autour de l'innovation dans la rénovation énergétique. Notre mission est de vous connecter en tant qu'entreprise, en tant que conseiller énergétique, architecte, entrepreneur. Il y a énormément de profils aujourd'hui qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Et donc l'objectif, c'est de, vous mettre en interaction et surtout de stimuler l'innovation en Wallonie. Hem, donc ici, vous voyez nos différents services. Le premier, c'est d'informer et d'outiller, donc notamment au travers, de ces webinaires, mais bien sûr, d'autres, supports tels que nos newsletters, notre site internet. Je vous mettrai le lien juste après pour nous rejoindre sur notre plateforme. Donc comme je l'ai dit, connecter et animer une communauté autour de l'innovation et de vous accompagner. Donc si vous avez des problématiques, qui touchent à l'innovation dans la rénovation énergétique, n'hésitez pas à, nous solliciter. Donc, je vois que Delphine l'a déjà mis dans le chat, mais donc vous pouvez rejoindre, la communauté en vous créant un compte sur, le site de Renow. C'est, totalement gratuit, donc voilà, il suffit de vous créer un petit compte et puis vous recevrez tous nos newsletters avec toutes les, innovations, les événements qui touchent à la rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous poser toutes vos questions, qui concernent cette thématique. Vous avez également du coup accès à nos anciens webinaires, donc tous les webinaires qui ont déjà eu lieu, sont en ligne, et les replays sont disponibles. Donc c'est également accessible via notre, plateforme. Et donc aujourd'hui, on est parti sur la question, du chauffage, des systèmes de chauffage et le remplacement, de nos chaudières. Donc on va commencer par une petite présentation de nos 3 orateurs. On a Jean-Bernard Cuvelier de chez Techlink avec qui nous aborderons, la vision du secteur. On a, Quentin Rouillet de Blue Experience pour un focus sur les solutions de production d'énergie et par contre, on aura Charlotte de chez Opal System avec qui nous discuterons plutôt, des, corps de chauffe en tant que tels. Jean-Bernard, le premier par qui je vais commencer, peux-tu te présenter brièvement et présenter surtout la fédération, Techlink? Bonjour, je m'appelle Jean-Bernard Cuvelier, je suis ingénieur civil en construction et je travaille chez Techlink. Et Techlink, c'est la fédération de l'ensemble des entreprises techniques du bâtiment. Donc, un peu tout ce qui tourne dans le bâtiment, que ça va de la pompe à chaleur, des systèmes électrotechniques ou jusqu'au système renouvelable PV. Et donc, nous défendons les intérêts de l'ensemble de ces entreprises. Super, c'est avec toi notamment qu'on viendra sur,
la question de la sortie du mazout Exactement. et de ce que ça implique pour, le secteur et pour, les citoyens. Du coup, Quentin, peux-tu, te présenter et surtout présenter, l'entreprise que tu as fondée? Je suis Quentin Rouillet, donc le fondateur de Blue Experience, une entreprise familiale dans le domaine du chauffage. Et alors, on a une petite particularité, c'est qu'on a créé OmniBlue, qui est un concept innovant dans le secteur du chauffage, qui a pour but d'offrir en fait, un abonnement offrant, du chauffage et de l'eau chaude. Donc c'est-à-dire que le principe est assez simple, c'est de souscrire un abonnement et nous on garantit en fait de pouvoir, offrir de on va placer une chaudière et on va pouvoir offrir tous les services qu'un chauffagiste doit offrir. Super. Ah, du coup, Quentin, il est focalisé plutôt sur, la pose, des systèmes de chauffage, enfin de production, de chaleur et alors on va avoir Charlotte, Franck de chez Opal Systems qui du coup est un système innovant, wallon. J'en fais d'abord une petite aparté parce que vous allez peut-être commencer à avoir des questions sur, qui fait quoi et notamment les systèmes qui vont être présentés. Pour poser toutes vos questions, vous avez en bas à droite de votre écran 2 onglets. Il y en a un qui concerne le chat où vous pouvez, discuter, mais on ne prendra pas les questions dans cet onglet-là. Il y a un onglet juste à côté qui s'appelle «Questions» qui est dédié à ça. Vous pouvez y poser toutes vos questions, on les voit nous ici, en direct et on pourra les prendre, soit au fur et à mesure des échanges, soit, à la fin de notre présentation. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, heu que ce soit sur ce qui est en train d'être présenté ou sur, d'autres, auxquels vous pensez. Du coup, je passe à Charlotte pour, nous présenter du coup ce système, wallon. Bonjour, donc moi je vais vous présenter, Opal Systems. Opal Systems, c'est une entreprise, belge qui a été créée en 2019. Notre métier, c'est la conception, la fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de plancher chauffant, rafraîchissant également en bois, qui a comme particularité d'être mince, léger et réactif. C'est un produit de conception belge et de fabrication 100 européenne, majoritairement belge. Depuis 2009 pardon, c'est près de 1 700 projets que nous avons réalisés dans toute la Belgique, aussi bien en Wallonie, en Flandre qu'à Bruxelles, mais également en Suisse où nous avons un partenaire, au Grand-Duché de Luxembourg et plus anecdotiquement, en France, aux Pays-Bas et même au Liban. Donc je vais, commencer par vous décrire, en quelques photos et quelques mots, l'émetteur de chaleur que nous fournissons. Donc, il s'agit d'un plancher chauffant en bois, donc qui est, constitué de panneaux de MDF hydrofuge rainurés en atelier. Heu, dans les rainures, on vient mettre, un diffuseur en aluminium qui a une forme d'oméga. Le rôle de ce diffuseur, ça va être de soutenir et protéger le tuyau, mais aussi de, améliorer le transfert de chaleur vers le haut pour, optimiser donc le transfert de chaleur vers le haut et donc vers le revêtement final. Dans ces diffuseurs en aluminium, on vient insérer un tuyau en PEX 1 avec barrière anti-oxygène et par-dessus le tout, on vient déployer une grille d'aluminium, qui sera agrafée sur les panneaux de bois. Le rôle de la grille, c'est, de transmettre, la chaleur dans le plan du plancher, donc pour assurer l'uniformisation de la température à la surface du revêtement final, mais elle va aussi servir d'accroche pour la colle du revêtement final. Donc ça, c'est la particularité du système Opal. Le revêtement final, il est directement collé sur la grille et donc en contact direct avec le tuyau. Donc j'ai quelques photos ici pour illustrer la mise en œuvre. Donc la première étape, c'est la pose des panneaux. Pose des panneaux qui se fait sur un support qui doit être préalablement préparé, de sorte d'être plat, stable et idéalement isolé, aussi bien acoustiquement que thermiquement. Et la pose des panneaux, elle va se faire en fonction du support, soit flottante, soit collée, soit agrafée. Une fois les panneaux, disposés les uns à côté des autres pour reconstituer, ce qu'on aura dessiné préalablement et qu'on appelle le schéma d'implantation de tuyaux, on va venir clipser les diffuseurs en aluminium dans les gorges et ensuite insérer le tuyau dans, les diffuseurs en aluminium. Et puis par-dessus le tout,
la grille d'aluminium qui est agrafée, déroulée et agrafée sur le système. Je peux passer le slide, s'il vous plaît? Merci. Et donc voilà, ça c'est la grille d'aluminium qui est agrafée directement sur les panneaux de bois et ensuite, directement sur cette grille, vous voyez qu'on vient directement coller le revêtement final. Revêtement final qui peut être à peu de choses près tout ce qu'on veut dès l'instant où il est compatible avec un chauffage au sol et qu'on utilise les colles adéquates. Donc voilà, ici c'est un exemple avec du parquet. Alors les avantages d'un système comme le nôtre, bien sûr les avantages classiques du chauffage par le sol, confort thermique, gain de place, grande surface d'échange et donc la possibilité de fonctionner avec de l'eau à plus basse température, ce qui rend ce type de système, ce type d'émetteur compatible avec des machines de production d'eau chaude basse température type pompe à chaleur. Mais les avantages supplémentaires du système Opal, c'est la réactivité. Donc l'absence de chape rend le système réactif puisqu'on a supprimé l'inertie thermique. Donc on va pouvoir allumer et éteindre le système un peu à la manière d'un radiateur de sol et le système va s'adapter en permanence aux variations des besoins de votre bâtiment, local par local et même zone par zone. En plus de ça, nous avons un système de faible encombrement, environ 20 millimètres, faible poids, 13 kg par mètre carré. Donc ça rend cette solution compatible avec n'importe quel type de construction, y compris les rénovations. Là où, en général, les contraintes d'encombrement et de poids supportables par les structures sont beaucoup plus contraignantes. Peut-être, Charlotte, pour, repréciser un élément, si je me trompe pas, donc le système Opal peut être placé directement sur l'isolant et par ailleurs, du coup, est totalement adapté à une structure bois si on est dans une maison mitoyenne, par exemple, avec, un plancher bois, traditionnel, quoi. Tout à fait. Donc dès l'instant où le support est plat et stable et isolé, on peut installer nos panneaux. Donc dans une maison avec un plancher bois, soit on vient installer nos panneaux directement sur le plancher bois. Dans ce cas-là, les panneaux seront agrafés. Soit on peut poser un isolant sur le plancher bois, type, panneau de laine de bois, si on veut rester dans des matériaux naturels, mais ça peut être aussi un autre type de panneau isolant rigide. À ce moment-là, on vient se poser sur ce panneau isolant. Mais l'isolation ne doit pas nécessairement être directement sous nos panneaux, elle peut être aussi sous le plancher, entre les solives, par exemple, dans le cadre d'une rénovation. Ouais, super. N'hésitez pas si vous avez des questions sur, ce système, on y reviendra un peu plus tard. Avant ça, je voulais revenir sur, la sortie du mazout, enfin la sortie du mazout ou en tout cas des chaudières à mazout. On va aborder ce point, en tout cas commencer par l'aborder avec, Jean-Bernard. Que peux-tu nous dire sur, les grandes décisions qui ont été prises ces derniers mois? Alors, il y a des décisions qui ont déjà été prises en 2026, hein, donc sur la fin des chaudières à mazout pour tout ce qui est bâtiment neuf. Donc ça ne pose pas vraiment de difficulté en soi, parce que les bâtiments avec les exigences actuelles permettent sans problème de chauffer un bâtiment avec une pompe à chaleur quand le bâtiment est neuf. Et pour l'instant, la procédure est toujours en cours pour travailler sur la sortie du mazout généralisée, donc dans l'ensemble du bâti, y compris le bâti existant. Pour l'instant, le texte est en deuxième lecture au gouvernement wallon et il y a encore une troisième lecture qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Et donc là, ce que je peux vous dire, c'est ce qui a été décidé lors de la deuxième lecture. Mais on ne vous cache pas qu'on travaille ardemment avec le cabinet pour modifier certains éléments dans cette loi qui soient un peu plus adaptés avec ce qu'on va discuter juste après, les problématiques que ça va poser. Mais donc actuellement, ce que le texte prévoit en deuxième lecture, c'est une interdiction de placer des chaudières ou de remplacer des chaudières à mazout dans les rénovations assimilées à l'immeuble, donc vraiment des grosses rénovations, à partir de janvier 2027. Et à partir de 2031, c'est travailler sur l'interdiction généralisée du mazout pour tout ce qui est actuellement installation, remplacement et modernisation des chaudières à mazout, avec une exception pour le brûleur qui pourra, lui, être modifié jusqu'à 2034. Et actuellement, le dispositif ne prévoit des dérogations que s'il y a une présence de gaz à proximité du bâtiment, en résumé. Et donc voilà. Et donc, suite à ça, au fait, Technip a fait une enquête un peu pour un peu connaître l'état à la fois des installateurs et du bâti. Donc, je vais revenir sur le slide précédent. Et donc, ça peut un peu entamer le débat, mais donc, il y a quand même des éléments importants qui ressortent de cette enquête qui a eu un énorme succès parmi l'ensemble des installateurs wallons. C'est que 80%
des installateurs estiment que le secteur n'est pas encore totalement prêt pour, faire une transition dans de bonnes conditions techniques, humaines et financières, donc sur les 3 aspects. Il y a énormément, d'installateurs qui ignorent encore la vision territoriale de la chaleur. Donc qu'est-ce que le politique souhaite? Est-ce on part vers le gaz? Est-ce on part plutôt vers une électrification généralisée? Ou, est-ce qu'on développe des réseaux de chaleur? Donc les 3 possibilités existent, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont se déployer, concrètement. On constate aussi que, bon, on parle aujourd'hui, notamment des pompes à chaleur, c'est que, les installateurs estiment que, une, pompe à chaleur RO sur 5 nécessite un appoint d'une résistance électrique pour pouvoir assumer la chauffe du bâtiment. Donc ce qui veut dire que la pompe à chaleur n'est pas totalement suffisante en tant que telle. Beaucoup ignorent encore les capacités du réseau électrique. On en a discuté, notamment ensemble juste avant le début, du webinaire où effectivement, placer une chaudière peut arriver à avoir, placer une pompe à chaleur peut arriver à avoir, des problématiques, de capacité et de puissance, électrique. Et puis, dernier élément vraiment important qui ressort, et là vraiment du terrain et des installateurs, c'est que, pour eux, environ, 40 des bâtiments, seulement ont une, isolation suffisante pour, installer une, PAC de manière optimale. On peut toujours l'installer, mais que ce soit optimal, et économique. Et 40 de ces bâtiments ont aussi, seulement des émetteurs adaptés permettant de chauffer à basse température, d'où des systèmes, comme ont été, présentés précédemment. Et donc l'ensemble de ces questions-là fait de dire, ben voilà, il y a un énorme enjeu autour de ça pour avoir une sortie organisée, efficace, et rentable pour l'entièreté du secteur et des personnes et des citoyens, des propriétaires qui devront remplacer, à terme leur chaudière à mazout. Ouais. Et du coup, justement, Quentin, je voulais rebondir, sur ça et sur le fait que, comme, tu l'as dit, Jean-Bernard, on ne sait pas encore nécessairement quelle est la ligne de conduite à moyen, long terme, que les politiques, veulent avoir. Avec Blue Experience, justement, si on est dans cette, dynamique où, le, propriétaire de la maison n'est pas propriétaire, de sa chaudière, ça lui permet de ne pas devoir attendre de l'avoir rentabilisée avant de pouvoir changer ou en tout cas d'être, plus, flexible, exactement. Hem, Quel est ton point de vue par rapport à ça et justement, qu'est-ce que permet cette offre, que Bah, vous avez? c'est ce qu'on avait un petit peu discuté. Donc effectivement, OmniBlue, en fait, offre une flexibilité de pouvoir accompagner, hein. Donc l'idée était d'accompagner notre client pour cette transition qui actuellement, beh, on n'a pas suffisamment d'évolution faite et mise à disposition, politiquement parlant, pour y arriver. Et donc, on accompagne notre client qui, beh, pour pouvoir recevoir cette transition, d'une pompe à chaleur qui soit optimale, parce que c'est vraiment là où on va arriver. Eh bien, on a notre service OmniBlue qui va pouvoir permettre, au client de pouvoir bénéficier d'une chaudière, de remplacer sa vieille chaudière qui pollue quand même, et qui consomme beaucoup, par une nouvelle chaudière, de nouvelle génération. On est quasiment sur du 50 d'économie sur le gaz, donc c'est quand même, pas rien, 50 d'éléments de pollution. Et alors, beh, on va accompagner le client où pendant les prochaines années, il va pouvoir petit à petit adapter son habitation qui va pouvoir permettre, eh bien, de pouvoir recevoir la pompe à chaleur. Heu, L'avantage de la location, en fait, c'est que c'est une mensualité qui va pouvoir évoluer, pour une pompe à chaleur sans devoir investir. On va dire quelqu'un va investir sur une nouvelle installation de chauffage. C'est très compliqué de dire à quelqu'un: «Bon, ben, voilà, j'achète une nouvelle chaudière et dans 5 ans, ben, je la remplace par une pompe à chaleur». Donc là, cette, flexibilité, en fait, qu'offre OmniBlue est vraiment un vrai succès pour accompagner nos clients sur cette transition. Surtout que du coup, les chauffagistes, on fait généralement appel à eux, pas nécessairement dans une perspective, où on anticipe, mais plutôt parce qu'elle vient de tomber en panne ou en tout cas qu'il y a des éléments qui sont défaillants et du coup l'objectif, on va dire, 1er, c'est plutôt de se dire: «Bah, je remplace, l'élément, qui est défectueux ou la chaudière, en elle-même», sans du coup avoir le temps d'effectuer d'autres travaux de rénovation énergétique, qui permettraient d'aller, jusque à la pompe à chaleur. Donc effectivement, votre solution, permet de d'abord remplacer par, le même élément ou un élément, similaire et puis après de conseiller du coup vos clients, j'imagine aussi,
sur, quelles étapes ils doivent franchir et dans quel ordre, ils doivent les faire. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. C'est en fait, nous, on va vraiment pouvoir permettre, parce que la transition, en fait, ça peut pas se faire du jour au lendemain, en fait. La transition, bah, elle va prendre du temps. Comme on a discuté un peu juste avant, donc on parle vraiment d'une transition qui va se passer en année. Donc c'est-à-dire que, heu, on peut déjà évoluer avec, pardon, là, souvent, c'est vrai que c'est assez rare qu'on nous prévoit une panne, donc on va nous appeler: «Voilà, la chaudière est en panne, j'ai besoin de chauffage et d'eau chaude». Donc là, on peut intervenir très rapidement pour la remplacer par, un appareil similaire. On peut l'évoluer avec le temps, à sortir le sanitaire et le mettre déjà sur, des pompes à chaleur. Donc c'est déjà quelque chose qui est quand même 30 de l'économie, enfin 30 de la consommation, du gaz ou du mazout peut être sorti grâce, en sortant le sanitaire. Et puis, beh, petit à petit, sortir le chauffage, sur les entre-saisons et puis sur les saisons complètes. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment, sur un temps assez long, mais c'est un temps qui est long pour pouvoir, transiter sur la pompe à chaleur. Donc ça, c'est Exact. clair. Heu, du coup, pour revenir sur, ces étapes, qui sont nécessaires pour aller vers, une modification de son système de chauffage et du coup potentiellement vers, la pompe à chaleur, il y a des éléments qu'on doit avoir, en tête quand on fait évoluer son bâtiment et ses techniques. Hem, il faut évidemment prendre tout ça en considération en fonction des problématiques et des enjeux techniques, mais aussi architecturaux et évidemment, financiers. Du coup, Jean-Bernard, est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit, topo des éléments qu'on doit avoir en tête, à prendre en considération, quand on veut, réfléchir à ce qu'il faut mettre en place? Oui, donc si on peut afficher, peut-être le slide, ça permettra de suivre plus facilement. Donc, en résumé, quand on veut, sortir, du mazout, il y a, plusieurs solutions qui existent et qui doivent être à chaque fois, évaluées pour avoir le système le plus performant en fonction du bâti. Ben la première chose, c'est de travailler sur de l'hybride, alors soit de sortir et de passer vers une nouvelle chaudière gaz, c'est encore possible, c'est pas interdit pour le moment. L'autre possibilité, c'est de conserver, sa chaudière à mazout avec une pompe à chaleur sur le côté et par les grands froids, quand la pompe à chaleur n'est pas en capacité de fournir, la chaleur suffisante, beh, d'avoir le système, carboné qui continue à suivre derrière. Si le bâtiment est apte à pouvoir installer une pompe à chaleur évidemment, est possible avec différents types de pompes à chaleur, RR, RO, géothermie et cetera. Ensuite, vous avez des systèmes, sur la biomasse. Donc là, c'est, du chauffage, bois classique ou via pellet. Et la dernière solution qui est, une solution dont on va de plus en plus parler à l'avenir, c'est, les réseaux de chaleur. Donc là aussi, ça va être un système où, au fait, la chaleur va être produite à l'extérieur du bâtiment et on va se raccorder sur un réseau avec un échangeur qui permet tout simplement d'aller récupérer la chaleur du réseau. Et donc pour ça, il faut avoir la chance d'avoir un réseau de chaleur qui soit développé près de chez soi. Et donc là, c'est un des points importants sur lesquels on reviendra, notamment dans la programmation, dans le temps, c'est, la fourniture de l'information. Est-ce que j'ai un réseau de chaleur qui va arriver, près de chez soi ou pas? Ensuite, ça, c'est les différents systèmes qui sont, possibles, hein. Il y a encore d'autres petites variantes ou des combinaisons des différents systèmes, mais de manière, générale, c'est ça qui est possible. Alors, il y a différents, paramètres qu'il faut avoir en tête et alors, les paramètres, ils se situent à différents niveaux. Il y a d'abord les paramètres du bâti en tant que tel, les paramètres du réseau, donc ce qui, entoure le bâtiment, et puis les paramètres personnels, de la personne. Donc au niveau du bâti, il y a évidemment l'isolation à prendre en compte puisqu'on l'a dit, les pompes à chaleur doivent, pouvoir chauffer à basse température pour avoir des performances, importantes, et donc il faut s'assurer que le bâtiment soit suffisamment isolé. De même, il faut pouvoir, que les émetteurs ou les radiateurs puissent accepter de chauffer, à basse température. Pour certains systèmes, notamment, la biomasse, il faut pouvoir avoir des espaces de stockage, donc pouvoir vérifier est-ce que c'est disponible ou pas? Ou si on veut faire de la géothermie, est-ce qu'il y a de l'espace sur le terrain disponible à l'arrière? Et puis après, évidemment, on a des contraintes urbanistiques ou des contraintes environnementales. Les contraintes urbanistiques, c'est est-ce que je peux mettre mon unité extérieure de ma pompe à chaleur, en façade avant ou, par rapport aux voisins? Et de même sur les contraintes, environnementales, c'est les questions de bruit. Ben, on a parfois des plaintes qui viennent surtout dans les zones denses avec, ce ventilateur extérieur de l'unité extérieure qui fait un certain bruit. Ça s'améliore, de mieux en mieux, ça se réduit, mais ça peut générer,
certains problèmes de bruit et donc il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir choisir, le meilleur des paramètres. Ensuite, les paramètres, qui entourent la maison ou qui ne sont pas, spécifiques, à l'unité résidentielle, c'est, les capacités du réseau électrique. Donc plus vous avez besoin d'installer une pompe à chaleur importante, plus vous avez besoin de puissance électrique et donc, actuellement, les réseaux, ne sont pas de plus performants, en Wallonie. Tout le monde connaît le sujet, pour les panneaux, photovoltaïques avec les décrochages, mais certaines pompes à chaleur nécessitent des raccordements plus puissants et donc le réseau n'est pas toujours en capacité de l'amener. Donc c'est un des éléments à vérifier si, votre GRD est en capacité de fournir, les puissances électriques suffisantes. Si vous n'avez pas de réseau électrique suffisant, est-ce qu'il y a un réseau de gaz qui est à disponibilité? Et puis vérifier le coût et la faisabilité du raccordement pour que ce ne soit pas des coûts, démesurés. Et puis, bon, on espère de plus en plus à l'avenir vérifier ou, s'assurer qu'il y a un réseau, de chaleur potentiel qui va arriver près de chez soi, parce que ça reste une solution distant la plus facile pour pouvoir, se raccorder. Bon, c'est pas encore fort développé, mais c'est les éléments qu'il faut avoir, en tête pour se dire: «Bah, tiens, est-ce qu'il y a un réseau, choisir la meilleure technique ou la meilleure des étapes?» Et puis finalement, beh, c'est les paramètres personnels, du client ou, du propriétaire. C'est vérifier ses capacités financières. Est-ce qu'il sait mettre un système adéquat directement? Est-ce qu'il doit évoluer par étapes? D'abord, isoler parce qu'il a cette première capacité-là ou bien changer, son système d'émetteur ou bien tout installer d'un coup, isoler. Donc ça va dépendre, de ça. Développer un peu l'accès aux primes, hein. Les primes sont malheureusement variables au niveau politique et donc elles changent de législature en législature. Pour l'instant, on n'a pas encore de vision sur le nouveau système de cette législature-là, mais c'est important, en tant qu'installateur, bah, de bien connaître les primes pour conseiller le client parce que ça lui permet peut-être de faire une étape supplémentaire, dans sa rénovation. Et puis, c'est un peu connaître aussi les étapes de vie de votre client. Donc, est-ce que c'est des personnes âgées, qui ont pas beaucoup de capacité, d'investissement ou qui peuvent pas entrevoir leur, investissement sur, du long terme? Ou bien ce sont des jeunes propriétaires qui peuvent se permettre de faire étape par étape? Donc ça vaut la peine d'établir les étapes de vie de la personne pour faire le meilleur choix, pour limiter les travaux à l'intérieur pour une certaine, catégorie de personnes ou bien faire des travaux de plus grande ampleur. Donc il y a vraiment une discussion à avoir entre tous ces paramètres-là. Ça en fait beaucoup, hein, donc ça Clairement. c'est pas toujours évident à choisir, mais donc entre les paramètres de la maison en tant que tels, les paramètres, qui entourent la maison au niveau des réseaux et puis après les paramètres personnels de la personne, va falloir jongler avec tout ça. Donc on est dans une situation qui est un peu plus compliquée que précédemment. On nous mettait, chaudière gaz, chaudière à mazout et puis après on était parti. Ici, voilà, il y a beaucoup plus, d'éléments à devoir tenir en compte pour pouvoir choisir la meilleure des options et malheureusement, il y a pas de solution standard. Donc c'est, chacune des maisons, c'est du cas par cas et donc il faut accompagner souvent le client parce que c'est beaucoup de questions et donc là, on a vraiment un rôle de conseiller, qui, va s'établir de plus en plus et également, un élément important là-dedans, c'est que, beh, les techniques vont s'adapter au fur et à mesure du bâtiment aussi. Donc c'est pas juste installer, le système et puis s'en aller. Donc, des systèmes, comme, qui ont été expliqués précédemment sont intéressants parce que notamment dans le pompe à chaleur, il faut parfois un cycle d'une année de chauffe complète pour, optimiser et de voir le système en fonction de la vie des gens, est-ce qu'il y a beaucoup de travail à domicile ou pas et donc la façon de vivre aussi, également pas mal d'importance. Donc, il y a vraiment une relation qui doit, être intégrée depuis, les premières réflexions sur plusieurs années du bâtiment, pouvoir avoir une solution, optimum. Donc on n'est plus maintenant dans un service, j'installe, je m'en vais et puis après débrouillez-vous. Ça va devenir compliqué, à l'avenir, pour, les citoyens si on part dans un système comme celui-là, quoi. Donc vraiment plus dans du service plus complet, dans lequel il faut aller. Ça me fait penser à 2 choses. La première, c'est que du coup, on voit que cette complexité, elle est complexe du coup justement et que c'est pas aussi simple que de dire: «Ben, OK, on sort, les chaudières à mazout, il y en a plus et bah, demain, qu'est-ce qu'on fait?» Puisqu'en fait, il faut du temps pour faire, évoluer, les bâtiments. Mmh et ça me enfin, je fais un lien du coup avec, la question de Quentin qui a été posée pour voir si justement TechLink essaye de pousser pour, accepter des systèmes hybrides. Donc sa question, c'est quelles solutions, s'il n'est pas possible de réduire sensiblement la consommation énergétique, du bâtiment avant, longtemps pour des raisons patrimoniales, par exemple,
Du coup, qu'est-ce qu'on préconise, dans ce cas-là? Et qu'est-ce que vous tentez de préconiser? Plus politiquement, on est en discussion avec, le cabinet de la ministre, de l'énergie, wallonne, et donc là, c'est tout ce genre d'éléments-là qu'on a déjà amenés sur la table, en disant: «Beh, c'est des éléments qui n'ont pas été prévus dans cette deuxième lecture-là, et en fait, il faut pouvoir adapter et prévoir un certain nombre de dérogations pour pouvoir assumer», et alors que ça soit des dérogations temporelles dans le temps, en postposant le temps d'adapter le bâtiment, ou bien même effectivement des bâtiments patrimoniaux. On va pas pouvoir, isoler le bâtiment comme on le veut, ou même par l'intérieur, qu'il y a peut-être, des risques, d'hydrothermie, et cetera, ou des problèmes d'humidité qui peuvent arriver. Ce qui est moins d'intérêt aussi. Que le patrimoine intérieur, et donc là, effectivement, on demande qu'il y ait des solutions adaptées. Alors, il y a les pompes à chaleur hybrides, il y a la biomasse, ou bien alors on est en train d'avoir des nouveaux systèmes, ou qu'un réseau de chaleur local vienne, aider pour le bâtiment. Mais c'est des choses qu'il faut pouvoir tenir en compte, et donc vraiment ce qu'on préconise, et dans nos discussions qu'on a avec, nos politiques actuellement, c'est de laisser la porte à, des systèmes individualisés et de préparer une solution généralisée. Et donc en fait, ce qu'on souhaite idéalement, c'est un peu un système à cliquer, en disant que cette obligation, elle soit, d'actualité pour toutes les personnes qui ont déjà un bâtiment bien isolé. Donc si toutes les conditions sont bien réunies, allez-y, là effectivement, il y a pas de raison d'attendre. Mais par contre, pour les autres, prévoyez un système avec des primes, avec des aides, pour pouvoir adapter le bâtiment, ou bien postposer, par exemple, si un GRD n'est pas en capacité de fournir la puissance, pour une pompe à chaleur, postposez votre obligation de sortie mazout le temps, d'y arriver. Parce qu'une des craintes qu'on a aussi, c'est, sauf avec des systèmes, comme vous proposez, mais en tout cas, si c'est de l'investissement individuel, les gens ne seront pas en capacité, d'investir dans plusieurs systèmes d'affilée, surtout à une courte période, à 15 ou 20 ans. Ils ne vont pas pouvoir se permettre de mettre une chaudière à gaz et 5 ans après de repasser vers un autre système. Sauf si, on a un système, une entreprise qui, elle, assure ce turnover-là. Et donc là, c'est important que le politique puisse laisser, la porte ouverte aux gens pour pouvoir s'adapter, et surtout d'aller le plus rapidement vers la décarbonation et de suivre les bonnes étapes. Donc en fait, nous, ce qu'on veut absolument éviter, c'est de faire des frais inutiles, pour les personnes, d'avoir des systèmes qui sont avoir des systèmes qui sont peu efficaces. Donc c'est vraiment d'avoir une sortie adaptée en fonction de la liste des conditions que j'ai explicitées, précédemment. C'est que les dérogations soient adaptées à ça. Les discussions en cours avec le politique, se passent et sont constructives, donc ça, on est content. Mais voilà, on doit avoir les résultats sur papier et dans les textes, donc ça, on verra dans quelques mois si c'était, pris en compte. Mais donc c'est vraiment notre demande, c'est: faites une sortie adaptée du mazout en fonction des conditions, Mmh. auxquelles sont confrontés les gens, et n'imposez pas une sortie généralisée à une date fixe, parce que il va y avoir un boom, des demandes, et que le secteur ne pourra pas suivre, ou le secteur ne sera pas, suffisamment formé, et puis surtout, si on doit aller rapidement, on va faire des erreurs, on va faire du mécontentement, et une des craintes qu'on a, c'est si on va aller trop vite, c'est qu'en fait, on a des systèmes mal adaptés et qu'on perd la confiance dans ces nouvelles technologies. Ça, c'est vraiment un des points clés pour, le secteur, et pour les installateurs aussi, d'installer des systèmes que quand vous êtes sûr qu'ils vont bien fonctionner, parce qu'on ne peut pas se permettre des ratés. Et si tout le monde, et c'est déjà une petite musique qu'on commence à entendre: «J'ai mis ma pompe à chaleur, j'ai froid l'hiver, ça marche pas», et donc c'est un système qu'on veut impérativement éviter. Donc faisons les choses dans un bon ordre pour avoir la satisfaction de tout le monde et dans le temps, parce que c'est trop risqué de perdre la confiance dans ces systèmes décarbonés, parce que les enjeux sont trop grands pour la planète et pour tout le monde, et surtout que tout le monde n'a pas assez de sous pour, s'amuser à tester plein de systèmes différents. Il faut que ça marche directement. Mmh. Tout en sachant aussi, on en avait discuté, mais qu'il y a des chaudières qui tombent en panne, tous les jours et qu'il faut bien remplacer, qu'il y en a plein qui n'ont pas les moyens de faire d'autres travaux que juste le remplacement, et que, comme, tu l'as dit, une, nouvelle chaudière consomme moins qu'une ancienne, et donc c'est déjà une amélioration en soi que de remplacer un système, vétuste, par, la même chose, plus récente. Je voulais faire un lien du coup, Quentin, avec, ce système de location, parce que Jean-Bernard, tu l'as dit, il faut aussi du temps, pour, régler le système, et l'optimiser. Votre service, c'est aussi ça, c'est de pouvoir à distance, en fait, monitorer le système qui a été, placé, si le client, le désire et l'accepte. Mais donc vous avez cette possibilité à distance, de monitorer les choses et d'adapter.
J'ai un exemple de ce matin, hein, ce matin, on par exemple, hier soir, pendant que j'étais, occupé à vérifier, en fait, le fonctionnement, parce qu'on vérifie le fonctionnement, de nos chaudières, j'ai vu que des paramètres avaient été modifiés par le client et elles consommaient énormément. Donc j'ai fait la modification et ce matin, j'ai été réexpliquer au client comment fonctionnait, pour pouvoir, les accompagner pour moins consommer, inutilement. Donc effectivement, OmniBlue, c'est ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est vraiment du service pur. Donc c'est vraiment on est dans le cœur du sujet d'un chauffagiste, c'est qu'on vient pas poser une machine pour, heu, disparaître par la suite. C'est vraiment poser une machine pour offrir, en fait, un service qui va répondre à la demande du bâtiment, et qui va pouvoir évoluer, avec le temps. Donc c'est vraiment du service pur, heu et c'est en fait, on arrive à pouvoir, offrir ce service parce que, déjà, on a des partenaires, on a 2 partenaires. On a Jamie Belfus, qui est grosso modo, la même entité, hein. Belfus, Jamie fait partie de Belfus et c'est grâce à eux aussi qu'on parce que comme vous devez vous l'imaginer, c'est qu'on a quand même un apport financier qui est assez important dès le départ et donc on a besoin d'être soutenu effectivement à ce niveau-là. Donc on a ces chances-là et donc grâce à ça, en fait, on peut Proposer un proposer le service à des prix qui sont quand même, compétitif. assez compétitifs, ouais. Ah, Charlotte, je voulais revenir sur, le système, Opal et qui offre une possibilité, en fait, de se raccorder à un système, existant. Quelles sont les sources, de chaleur qui sont compatibles avec, l'innovation du coup et le système mince que vous fabriquez? Oui, ben, en fait, la manière dont l'eau qui va circuler dans les tuyaux du système Opal est chauffée n'a aucune importance. Donc ça peut aussi bien être, la chaudière, la vieille chaudière mazout existante que pour une raison ou une autre, on a décidé de conserver encore quelques années, pour des raisons, paramètres, financiers ou autres. Mais ça peut bien sûr être aussi, des corps de chauffe plus récents et y compris les pompes à chaleur. Si la pompe à chaleur est réversible, notez qu'on peut, aussi utiliser l'émetteur comme, source de rafraîchissement, en été. Voilà. Mais voilà, je me permets une petite remarque, au sujet de l'isolation des bâtiments puisqu'on en parlait, tout à l'heure avec, Jean Bernard. C'est important de garder à l'esprit qu'un chauffage par le sol a une puissance, d'émission qui est limitée. La cette limitation, elle vient du fait qu'on ne peut pas avoir une température trop élevée à la surface du revêtement final, pour des raisons médicales. Donc on parle d'environ 100 watts par mètre carré de disponible. Donc c'est important de garder ça à l'esprit en rénovation. Dans les nouvelles constructions, évidemment, la question de l'isolation, elle est intégrée dès la conception du bâtiment, donc la question ne se pose pas. Mais dans une rénovation, c'est important de garder à l'esprit que si les besoins du bâtiment sont supérieurs à cette valeur de 100 watts par mètre carré, il est possible que dans certaines situations un peu critiques, le chauffage sol seul ne suffisent pas à subvenir, aux besoins du bâtiment. Ça me permet de faire un lien, mmh, avec un des outils justement que Buildwise a créé ou développé, qui s'appelle HeatLoad et qui permet d'estimer en fait les déperditions calorifiques, d'un bâtiment existant. Il y a différents outils qu'ils ont mis en place, pour essayer d'accompagner, que ce soit les entrepreneurs ou les accompagnateurs à la rénovation, les architectes. Je sais que vous êtes beaucoup aujourd'hui à nous écouter avec ce type de profil-là. Mais donc il y a HeatLoad pour les déperditions calorifiques et il y a PowerHeat pour, estimer la puissance des radiateurs existants. Donc là, on est sur une autre démarche que ce qu'on vient d'évoquer avec les déperditions calorifiques. Mais donc PowerHeat, permet d'estimer la puissance d'un radiateur existant si on n'a pas d'autres caractéristiques, sur base de ces dimensions notamment et de pouvoir du coup savoir si on peut les conserver tout en, changeant le système de, production de chaleur. Hem, Si on est sur les outils, oui, je me permets de compléter avec, un outil, Silent Heat Pump qui a été fait aussi par, Buildwise et qui permet d'estimer, le bruit, des pompes à chaleur, pour la contrainte environnementale. C'est aussi un petit outil qui peut être pratique. Et puis, puisqu'on parle d'innovation, c'est toujours bien de saluer les efforts de Buildwise là-dedans, où ces outils se développent petit à petit aussi avec, des aspects virtuels ou 3D et cetera, où on va pouvoir peut-être à terme, simplement avec son téléphone, filmer la pièce et avoir des estimations des capacités des radiateurs.
les outils continuent d'être évolués au sein de Buildwise et donc soyez attentifs à toutes ces évolutions, ces Mmh. produits qui arrivent. Et comme tu le disais, c'est aussi, ça, le fait de ne pas mettre nécessairement une date ou, de laisser plus de flexibilité dans les temporalités de changement. C'est qu'il y a également des innovations, que ce soit pour accompagner les décisions ou on espère aussi des évolutions technologiques. Ouais, et donc c'est aussi laisser le temps à tout ça d'émerger et de pouvoir, faire ses preuves pour pouvoir avoir la confiance et pouvoir être installé. Hem, Quentin, du coup, justement, en parlant, de confiance, notamment, des citoyens et du coup, pour toi, de vos clients, hem, il s'agit pas juste d'être, chauffagiste, on l'a, déjà évoqué et de venir, poser et puis de repartir. Heu, on va dire qu'il y en a beaucoup qui processent comme ça actuellement. Mais avec ces nouvelles, technologies, il va falloir accompagner. Est-ce que vous, dans votre entreprise, vous avez justement, est-ce que si on vous demande de remplacer la chaudière par une pompe à chaleur, vous allez d'office accepter? Ou est-ce que si tu vois que le bâtiment n'est pas, adapté, tu vas, essayer de discuter pour argumenter ou conseiller au mieux, ce qui aurait dû peut-être être ton client et qui ne le sera pas, mais commencer par d'autres travaux que Bah, ceux-là? oui, hein, ça arrive très régulièrement qu'on refuse, des installations de pompes à chaleur, très, très, très régulièrement. Heu, Disons que c'est un peu le problème qu'on a, c'est qu'on a très, très peu de dans la région, en tout cas du Brabant wallon, de Bruxelles, et de la Wallonie, on a très, très peu de bâtiments qui sont actuellement prêts à recevoir une pompe à chaleur. Hem, D'où le fait qu'on discutait, que ce serait vraiment très intéressant de pouvoir, avoir l'appui, de la politique, de pouvoir, démontrer de comment est-ce qu'on peut faire cette transition et de manière, d'un process, réalisable et non pas de dire: «Bah, voilà, là, on a beaucoup de clients qui nous appellent, ceux qui on a refusé de mettre des pompes à chaleur parce que c'était pas un bâtiment qui était adapté, qui en fin de compte nous ont rappelé pour dire: «Bon, bah, voilà, on l'a quand même fait, quid? On a froid, ça nous consomme énormément, les factures sont» et là, on doit remettre une chaudière parce que la chaudière a été enlevée, elle n'a pas été conservée. Donc c'est sûr que oui, c'est très, très important. Nous, en fait, on Blue Experience et OmniBlue, on est vraiment des techniciens. On a discuté, aujourd'hui, en le secteur du chauffage, vous avez des monteurs et puis des techniciens. Vous avez des chauffagistes qui vont vraiment, être là pour optimiser et comprendre, en fait, ce que le bâtiment va avoir besoin et par rapport aux clients, parce que chaque client, ont pas besoin du même apport. Les personnes qui travaillent chez soi, donc il faut du 22-23 degrés quand on travaille en bureau. Des personnes qui ne sont pas chez soi, donc c'est juste le soir et beh, là, par contre, on s'est couplé avec, soit une cheminée, un poêle à bois, poêle à pellet qui peut donner cette chaleur, intense, le soir pour, après, avoir mangé, devant son livre ou la télé. Vous savez que chaque, client, a un besoin qui est vraiment, je reviens ce que tu disais, c'est sûr qu'on est clairement sur des besoins qui sont propres à chacun et il y a pas de comparable, quoi. Donc effectivement, nous, on est vraiment spécialisés là-dedans. C'est vraiment de pouvoir accompagner le client et on ne fera pas une installation si, où il ne croit pas à 100. Ça, c'est sûr. Notamment aussi parce que alors vous n'avez pas que le système, de location, vous faites aussi de la pose, classique, en mode, vente, je vais dire. Heu, mais quand on est dans le mode location, vous devez effectuer ce suivi et donc vous n'avez aucun intérêt à, placer un système qui ne sera pas adapté et que vous allez devoir maintenir, avec des clients, mécontents. On l'a légèrement évoqué, mais je voulais revenir sur, la question de Thierry qui dit: «À partir du moment où l'isolation doit être réalisée pour offrir le confort thermique avec des systèmes basse température, pourquoi n'envisager que l'évolution d'un chauffage central et ne pas réfléchir à des solutions avec des chauffages locaux, multiples, poêles, panneaux radiants?» Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, à ça. Ça me faisait d'abord penser, alors pas sur, la question globale, mais Charlotte, sur, le système Opal, justement repréciser la possibilité de pouvoir choisir différents, réseaux, en fonction des pièces, en fonction du confort qu'on va vouloir avoir et du coup de pouvoir réguler le bâtiment de façon différente, en fonction des besoins. Oui, c'est ça, donc la réactivité du système va permettre de découper aussi, son espace, ses surfaces en différentes zones de confort qu'on va pouvoir, réguler indépendamment l'une de l'autre.
et donc se dire que, tenir compte du fait que chaque pièce n'a pas forcément les mêmes besoins, au même moment pour des raisons d'occupation, mais aussi pour des raisons d'apport qui vont être différents à certains moments de la journée. Une pièce orientée sud et vitrée, une autre où il y a justement un appoint comme un poêle, bah, ça fait qu'à certains moments de la journée, les besoins sont différents et donc puisque le système réagit, on va pouvoir s'adapter à ces variations. Et du coup, ce zonage peut être couplé, à d'autres systèmes, au besoin si ça ne suffit pas. Jean-Bernard, je vois que tu acquiesces, tu as sans doute Non, mais on voit de plus en plus effectivement, des gens qui choisissent une solution, parfois une pompe à chaleur juste pour l'étage, ou juste pour le bas parce qu'on y est plus souvent. Il y a un autre système qui vient, compléter pour les besoins. Donc effectivement, c'est ça toute la complexité qui arrive maintenant et c'est ça qu'il faut absolument voir dans les paramètres que j'ai cités tantôt, vraiment la façon de vivre, qu'ont les gens. Donc il faut vraiment adapter le chauffage. Il y a une nouvelle mode qui arrive maintenant et qui fonctionne, je l'ai moi-même testé, c'est le slow heat. Il y a moyen de chauffer, uniquement soi-même, ou juste uniquement dans son bureau, son PV, son PC, son clavier, ça c'est possible aussi, mais donc il faut que les gens soient prêts à le faire, donc il faut en discuter avec les gens pour voir quel est le meilleur des systèmes et en fonction de ça, évaluer ce qui est le plus facile, ou le plus aisé pour eux et donc on n'arrive plus à quelque chose de standard où on met un simple radiateur dans toutes les pièces et puis après débrouillez-vous avec ça. On doit aller plus loin pour réduire le besoin de chauffe et pour trouver quelque chose de vraiment adapté. Alors, par exemple, il peut y avoir des gens qui ne font que vivre le télétravail, des gens qui ont leur bureau adossé à leur maison, qui ont des besoins en journée. Est-ce qu'on a une voiture électrique ou pas, qu'on va devoir charger avec des panneaux? Il va falloir tout coupler ensemble et donc c'est là où, vraiment on arrive à quelque chose d'individualisé. On est plus dans du service que juste de l'installation, comme on l'a déjà dit. Donc il faut vraiment réfléchir avec les gens et donc là, on va devoir de plus en plus s'accompagner, que ce soit les professionnels, que ce soit aussi, des outils publics, des maisons de l'énergie qui viennent, conseiller les gens. Il va falloir les entourer parce que tout ça, c'est quand même très complexe et donc il y a vraiment une réelle discussion avec les gens pour savoir comment ils veulent être chauffés, quel est le confort de vie qu'ils veulent et d'adapter le système et donc effectivement, dans la proposition est tout à fait judicieuse. Dans certains cas, ça sera un chauffage d'appoint, voilà, où il y a un petit radiateur si la maison est isolée, ou un autre système ou on met le petit chauffage, à la biomasse, un collet dans une petite pièce ou dans la grande pièce du salon, parce qu'on doit avoir la pointe juste soi à contenir là. Donc c'est tout ça qu'il faut évaluer. Oui, en fait, on doit changer de notre fonctionnement, et c'est vrai qu'on en fait, on a changé de fonctionnement, heu et c'est ce qu'on discute avec nos clients, c'est que de manière générale, souvent le client, il va se lever le matin, il va s'occuper, puis il va s'en aller travailler. Parfois maintenant avec plus en plus de télétravail, mais ça n'empêche quand même on peut chauffer le matin, puis on peut disparaître de l'habitation, puis revenir, à 12:00 manger ou pas et puis revenir le soir donc on notre mère a changé des vies chez nous et effectivement, à l'époque, voilà, c'était du charbon, puis c'était le fioul, les vannes étaient tout ouverts, on surchauffait. Quand c'était trop chaud, on ouvrait les fenêtres. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, mais c'est vrai que est-ce qu'on doit chauffer une chambre? Est-ce que l'étage doit être chauffé? C'est une grande question. Alors la question dit: «Bah, moi, je suis frileux». Oui, mais vous êtes frileux quand vous allez vous endormir et quand vous dormez, est-ce que c'est important de garder de la chaleur? Non. Bon, par exemple, le RR est super intéressant parce qu'on peut prévoir du chauffer avant d'aller dormir. C'est un coefficient de chauffe super rapide, vu que c'est l'air, c'est 0,35 par rapport à l'eau. Enfin bon, on a des techniques, mais c'est-à-dire c'est très facile de chauffer très vite au niveau, du RR et donc c'est-à-dire que, vous allez dormir dans une température du 19 degrés, super confortable et puis, ça a été démontré, scientifiquement parlant, que dormir dans du 19, c'est pas idéal. Bon, du 15, c'est le top. En Suède, les enfants dorment dehors en du -2. Donc c'est-à-dire que si maintenant effectivement, on adapte et qu'on arrive à adapter par rapport à notre évolution, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de solutions et du RR, c'est pas énergivore, ça fonctionne super bien. Alors oui, des gens disent: «Ouais, mais j'aime pas avoir, ce système», oui, moi je me rappelle à l'époque, des polos sur un toit, jamais. Aujourd'hui, on en voit partout. On a dit à l'époque commander une voiture, en ligne, mais jamais. Moi, je dois y aller, je dois l'essayer, je dois la toucher et puis, Tesla a battu les records en achetant une voiture sur internet. Donc tout change et c'est sûr que là, maintenant, on doit, nous, en tant qu'installateur, en tant que prestataire de service, dire: «OK, il faut épauler le client et c'est sûr qu'on doit changer». De toute façon, la transition, c'est pas un choix, c'est une obligation. On parle beaucoup de 2050 qui est vraiment le terme terminé. Ça nous laisse, 24 ans, c'est très court. On parle de 2030, bon, soyons réalistes, 2050, c'est 24 ans, c'est très, très court, mais c'est faisable et effectivement, si on arrive à
a dit: «Beh, voilà, on va chauffer, certaines pièces de la maison que quand il le faut». On peut le faire avec des systèmes, rapides. C'est plus comme à l'époque où on chauffait la maison, qui prenait la chaleur et puis qui redonnait, quoi. Ça, c'est fini. C'est Et du coup, ça fait un lien avec, du coup, le système de Charlotte, mais on l'a déjà évoqué. Mais juste pour rebondir, là-dessus et le repréciser, du coup, le système Opal permet cette réactivité qu'on recherche, désormais aujourd'hui de pouvoir chauffer et ou, refroidir, très rapidement, comparé au système, classique. Juste encore rebondir sur un petit point que tu as dit. Il y a aussi un changement de mentalité à amener, notamment pour les contraintes urbanistiques, parce qu'en fait encore beaucoup de communes et cetera, mettent des limitations sur, l'unité extérieure de la pompe à chaleur et cetera. Mais en soi, on s'est tous habitués à avoir une cheminée sur un toit. C'est pas spécialement joli une cheminée, c'est juste qu'on s'y est habitué et un enfant maintenant dessine une maison avec une cheminée, quoi. C'est juste qu'à l'avenir, il faut habituer les enfants à dessiner une maison avec à l'extérieur de pompe à chaleur. En fait, il y a plein de contraintes urbanistiques. En soi, qui peut me dire qu'une unité de pompe à chaleur extérieure est plus belle qu'une cheminée? Sorry, mais il y en a pas un qui est plus beau que l'autre, quoi. Et en fait, il faut juste s'habituer à ça. Et donc, en fait, il y a encore des vieux réflexes qui sont là et qui, au fait, qui bloquent aussi le développement rapide. Et donc là, il y a une évolution des mentalités, mais aussi une évolution des politiques. Par exemple, on doit accepter des choses qui arrivent. On va dans des villes comme Madrid. Alors, je dis pas que c'est beau, mais où il y a effectivement des unités extérieures à chacun des étages. Oui, alors c'est pas le frigo, mais la cheminée n'est pas plus belle non plus. Et donc c'est là où je trouve qu'il y a quand même une évolution, à amener et pour faciliter ce travail des gens-là, parce qu'effectivement maintenant, on est dans une vie qui coûte de plus en plus cher, les investissements sont de plus en plus élevés et chaque barrière qui vient être mise, en fait, va ralentir et va donner un coup de frein. Et donc c'est là où aussi il faut vraiment travailler sur l'ensemble de toutes les décisions que les gens doivent prendre. Il faut chaque fois retirer les freins à chacune des étapes et c'est une des étapes qui est vraiment compliquée. C'est maintenant, aller à l'urbanisme pour demander une autorisation, tout est comme ça. Ils vont dire oui, ce qu'ils vont dire non et c'est des contraintes et quand même des installateurs qui disent: «Je vais vous trouver autre chose dans un système un peu plus compliqué pour éviter de passer cette étape-là». Hein, c'est parfois, il y a des solutions qui sont faciles. Et donc là, je crois vraiment qu'au niveau du politique, il y a vraiment quelque chose à faire, surtout au niveau, tant au niveau environnemental, euh, que de magnifique et administratif. Dans un gouvernement qui a promis de faire un PIB et de simplification administrative, mais c'est un environnemental qui est hyper important, sur lequel il faut travailler. C'est ces petites barrières de demander, voilà, maintenant, on arrive à des systèmes, par exemple, des permis d'enfouissement pour les grosses pompes à chaleur, parce qu'il y a un certain kilo de fluide, un fluide d'origine qui se trouve à l'intérieur, on en a un permis. Ah, maintenant, on arrive à des systèmes qui sont relativement sécurisés, avec des fluides qui sont de moins en moins polluants. C'est la bière qu'on peut loin petit à petit. Alors, il faut toujours faire attention à l'environnement. Je ne dis pas le contraire, et à l'urbanisme aussi, mais il y a des choses où on peut vraiment simplifier. Et donc là, il faut travailler là-dessus parce que sinon, si tout le monde commence à taper sur les mêmes barrières, on va ralentir tout ça et on ne va pas arriver au défi. Et donc, tout le monde dans la transition a un défi à obtenir, que ce soit les politiques, les citoyens, les installateurs, les fournisseurs d'énergie. Maintenant, on est tous ensemble dans le même bateau et chacun doit absolument retirer un maximum de barrières pour y arriver. Sinon, le défi, ça va être compliqué. Du coup, tu me tends une perche pour, pouvoir arriver sur, la dernière question que je voulais te poser. Avec TechLink et notamment mBuild et d'autres représentants, du secteur, vous avez établi des recommandations, pour une, décarbonation, heu, si possible réussie, du bâti. Est-ce que tu peux me dire quelles sont, les recommandations du coup que vous préconisez? Oui, donc on a établi 10 recommandations qui vont un peu rappeler ce qu'on a déjà discuté aujourd'hui. La première, c'est de lier la décarbonation du bâti à la capacité réelle du bâtiment, donc tant isolation que avoir des émetteurs adaptés. Donc de ne pas imposer une décarbonation à un bâtiment qui n'est pas prêt. Ça va faire vraiment des dégâts pour la décarbonation et une perte de confiance. De lier la décarbonation aux capacités des réseaux énergétiques et à leur développement futur, que ce soit la capacité des puissances électriques ou l'arrivée des réseaux de chaleur. De surtout donner de l'information. Ce qu'on constate maintenant, c'est que trouver ces informations-là est extrêmement difficile. Demander à un chauffagiste de dire est-ce qu'il va y avoir un réseau de chaleur dans les 10 ans près de chez moi, parce que c'est maintenant qu'il faut le savoir. L'information n'est pas trouvable actuellement en Wallonie. Donc là, il y a vraiment un coup d'accélérateur à faire. De même que savoir dans combien de temps ma ligne électrique permettra d'assurer 10 kVA ou 25 kVA, ça, on ne le sait toujours pas non plus de manière facile.
Et donc ça, c'est hyper important d'avoir ça. D'éviter un maximum de lock-in. Donc le lock-in, c'est ce que j'ai expliqué précédemment, c'est d'essayer de faire des décarbonations en une seule étape, quitte à préparer les étapes, d'avoir des étapes préparatoires pour y arriver, mais d'éviter trop de changements et de multiplier les investissements différents, sauf si on a des capacités comme des services de, des bio-expériences. Ensuite, ça c'est une demande aussi, c'est pas encore disponible sur le marché, mais c'est de laisser la porte ouverte aux e-fuels, aux biofuels dans les cas qui seront vraiment indispensables. On en parlait des bâtiments à haute valeur urbanistique et patrimoniale où il n'y a vraiment aucune possibilité. Ben, peut-être que cela faudra permettre du biofuel plus élevé. Alors, je suis d'accord qu'il faut, on n'en aura pas des quantités énormes, mais il faut pouvoir les ouvrir là où c'est possible. Ça permettra aussi de laisser un peu de temps avec la chaudière actuelle en polluant beaucoup moins pour adapter le bâtiment pour les solutions futures. Donc là, c'est plutôt une question fédérale. Ce qui est hyper important aussi, c'est d'avoir des lois claires, cohérentes et réalistes par rapport au terrain. Ce qu'on a constaté dans la première version, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations au niveau du vocabulaire utilisé, etc. Et donc, quand les choses ne sont pas claires, ben, le secteur doit interpréter, dire des interprétations différentes entre les différents acteurs. Donc, écrire quelque chose de plus clair possible. Et là, le secteur est là pour aider, pour y arriver. Impérativement de garantir des aides financières adaptées aux ménages. Actuellement, beaucoup de ménages ne seront pas en capacité de le faire. Ça a déjà été difficile pour devenir propriétaire. Si on leur impose des étapes supplémentaires, ils vont se retrouver la corde au cou. Donc, il faut un système. Et donc là, on attend avec impatience le nouveau système d'aide, mais il doit avoir un lien que les gens qui vont se retrouver confrontés à une décarbonation obligatoire, il faut pouvoir les aider et pas les laisser sur le carreau. Et finalement, il faut aussi soutenir activement le secteur du chauffage. Donc ici, on a la chance d'avoir des installateurs ou des fabricants qui sont formés, qui connaissent les nouvelles technologies, mais on a constaté dans notre enquête que beaucoup de chauffagistes, en fait, il y en a peu qui ont installé des pompes à chaleur ou qui connaissent juste la RE, qui connaissent pour bien la R, quand est-ce qu'il faut l'utiliser ou pas. Et donc, en fait, tous les conseils qu'on a donnés maintenant, ben voilà, c'est une culture à donner. Et donc là, il faut vraiment travailler ensemble, public-privé, pour la formation du secteur dans la transition. Et puis, dernier élément, c'est un secteur qui est énormément en manque de main-d'œuvre et de jeunes recrues. Je crois que tu pourras en témoigner. Et donc là, il faut former, rajeunir et préparer le secteur de chauffage à l'avenir. Et donc là, il y a rien de travail à faire. Il y a énormément d'opportunités d'emploi. Presque dans notre enquête, je crois que 90% de nos installateurs nous disent que, quelle que soit la technique, que ce soit les pompes à chaleur, les chaudières à mazout, les chaudières gaz, etc. Il y a un manque criant de main-d'œuvre là-dessus. Donc, c'est un métier et c'est un métier qui va devenir de plus en plus sexy. En fait, maintenant, ça va être plus ça peut être le simple chauffagiste qui va arriver là, avec et installer sa chaudière. Il y a tout l'accompagnement qui est derrière. C'est un métier qui a de la valeur et donc, dans lequel il y a de plus en plus de technologie. Donc, ça devient un métier sexy. Et donc, il faut le rappeler et il faut rappeler ça aux jeunes parce qu'il y a une opportunité d'emploi et c'est des métiers dans lesquels, si on est performant, il y a moyen de vivre très, très correctement. Et donc, il faut arrêter de véhiculer un peu cette image de métier difficile. Ça reste un métier comme tout métier compliqué au quotidien, on est indépendant, etc. Mais il y a, c'est un métier qui va devenir de plus en plus sexy et qui a vraiment une certaine attractivité parce qu'on va devoir se discuter avec des systèmes et l'informatique qui vont arriver de plus en plus. Là, tu parlais tantôt que tu avais un cadre qui surveille les lois ensemble, toutes les choses à distance. Ben voilà, c'est des choses qui rendent le métier un peu plus attractif. Et donc, c'est hyper important. Et donc, on doit tous travailler pour arriver à ça parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent et on a vraiment besoin de main-d'œuvre sur le terrain. Et donc ça, c'est l'ensemble des recommandations sur lesquelles on est occupé à travailler avec nos politiques. Certaines sont entendues déjà maintenant. On espère que d'autres le seront dans le futur. Et ce message, il est générable au fait dans toutes les régions. Il y a un peu qui dans Wallonie, tous les mêmes difficultés, avec des difficultés autant plus que c'est extrêmement dense. Darfur on a déjà démarré la sortie mazout un peu avant nous, mais quand on discute avec nos installateurs bien en front, ben, il y a aussi la même problématique qui arrive. Et au constate, ce qu'on fait absolument éviter, c'est que les gens vont avoir tellement peur de la transition. Je vais donner un petit truc qui est réel. En fait, on constate que certains installateurs, voire même certains clients, achètent des chaudières de réserve pour être sûr, le jour où elle lâche que ça a terminé, je vais pouvoir la changer en tout.
Et donc ça, c'est un système qu'il faut impérativement isoler, éviter par contre, en donnant confiance aux gens en disant: «Ça va aller, ça fonctionne», et cetera. Mais donc on veut éviter, que tout le monde commence à travailler en cachet et aller chercher des pièces à l'étranger pour absolument conserver, un maximum de temps, sa chaudière à mazout. C'est pas la logique, la décarbonation, il faut y aller, c'est important pour nous, pour notre santé, pour la planète, mais il faut y aller en ordre donné et mettre toutes les forces dans le bon sens. Donc c'est vraiment ça, notre message, il faut voir ça comme un tout cohérent et pas juste, mettre une interdiction à un endroit et pas regarder le reste, parce que ça, c'est la garantie qu'on va aller dans le mur. Et si on va dans le récupérer le travail pour redonner confiance aux gens et redonner leur vie, ça va être, beaucoup de travail et donc on veut éviter ça à tout prix et donc notre message, nous, c'est oui à la décarbonation, mais une décarbonation dans le bon ordre et de manière logique et tous ensemble pour y arriver. Par rapport à ce que tu as dit, il y a une question de Thierry, notamment sur, la formation. Il demande si, il y a des formations qui seront prévues justement, spécifiquement pour les chauffagistes, mais aussi pour enfin et ou qui seraient ouvertes à tous les profils qui accompagnent, du coup, les particuliers dans leur rénovation. Bah, en tout cas, de notre côté technique, on est en train de travailler sur la Technique Academy justement pour, aider, à tous le secteur à transiter. Donc ça, on a des formations là-dessus. Il y a d'autres modules de formation ailleurs qui se font aussi, mais donc on y travaille. Après, on a moins la main malheureusement sur la formation, des nouveaux acteurs, ça c'est un peu plus compliqué et après ça c'est pas dans notre secteur, mais effectivement, il y a des nouveaux métiers d'accompagnement qui doivent arriver et donc là, il y a des discussions notamment avec le gouvernement, dans les acteurs PEB. Est-ce qu'il faut prévoir, des profils, des auditeurs ou des accompagnateurs comme on le veut? Mais ça, c'est un métier qui va devoir se développer et donc effectivement, les acteurs PEB actuellement qui viennent, simplement faire, la fiche de votre certificat PEB, ben, ils vont devoir développer leur métier un peu plus pour aller un cran plus loin, dire, ben voilà, ça c'est la carte d'identité de votre bâtiment maintenant, demain votre carte d'identité de votre bâtiment, ça va devenir ça, et donc quel est le chemin qu'il faut suivre pour y arriver, parce qu'effectivement, ils vont devoir être conseillés à différentes étapes et ils y rechercher les informations à différentes étapes. Au début, ça sera peut-être juste le certificateur PEB, après ça sera une entreprise qui viendra installer la chaudière, ou bien il y a des services qui vont se développer petit à petit pour faire du all-in-one en disant, ben, moi, j'arrive, je vous donne mes services et je vous garantis que votre maison va passer du certificat F au certificat C. Parce qu'après, on a parlé de l'obligation ici pour la sortie mazout, mais ce qui est en préparation maintenant, c'est aussi les obligations de rénovation tout court. Donc, en fait, à un moment, tout le monde va être obligé de monter le label. Les lois sont en cours de rédaction et de vote. Il y a déjà des lois qui vont être prévues en disant ben, on va être obligé de rénover lors des moments de transition du bâti et c'est très bien, ce sont les meilleurs moments qu'on ne doit pas louper, c'est la vente, la location, et cetera. Parce que le bâtiment est vide et donc du coup, on peut faire facilement les choses. Mais il y a notre ligne qui va arriver également pour, tout un chacun. Même si on vit dans notre maison, ben, on va recevoir imposer des travaux de rénovation pour y arriver et donc il faut que toutes ces étapes-là parlent l'une avec l'autre et qu'on n'ait pas une obligation qui vienne bloquer avec une autre et qui nous oblige à faire les choses dans un sens différent. Donc c'est impératif ici d'avoir vraiment une vision, globale, intégrée, de la décarbonation et des différentes obligations. Parce qu'après les obligations, elles ne sont pas toujours du fait des politiques belges, elles viennent parfois de l'Europe qui vient imposer une certaine chose, une autre de l'autre côté. Ben, oui, c'est pas facile, mais il faut mettre tout ça en cohérence et là, l'ensemble de la ligne énergétique, que l'on du conseiller jusqu'à l'installateur, jusqu'à l'utilisateur, ben, on va devoir parler ensemble pour avoir quelque chose de plus efficace possible. Le temps passe et donc on a passé notre heure de discussion. J'en profite pour, rebondir sur 2 questions que j'ai repérées. Une de Nadine qui va être très courte, qui concerne le bruit des pompes à chaleur. On l'a déjà rapidement évoqué, mais donc il y a un outil qui a été développé par Buildwise qui s'appelle, Silent Heat Pump, qui peut être mis du coup dans, bah, voilà, qu'on montre carrément à l'écran, que vous pouvez utiliser et qui vous permettra de justement pouvoir estimer, ce bruit, mais donc il y a effectivement des réglementations par rapport à ça. Hem et alors je voulais revenir sur une question de Quentin qui demande et je voudrais la poser du coup à Quentin également, qui, demande s'il y a des alternatives aux chaudières, classiques à condensation pour conserver les radiateurs. Oui, mais encore une fois, beh, en fait, c'est vraiment propre à chaque bâtiment. C'est que la solution Nopal évidemment est géniale. Maintenant conserver, des radiateurs, c'est tout à fait faisable. On a des nous, on
on a des clients qui ont mis une pompe à chaleur avec des radiateurs en fond. Ça marche super bien. Mais la question, c'est est-ce que maintenant, l'habitation, peut recevoir la basse température? Ça, c'est toute la ques en fait, un corps de chauffe, va donner, en fait, des calories et en fait, vous savez, on parle des radiateurs, nouvelle génération et ancienne génération. En fait, on parle, d'un radiateur qui est en acier, qui fait 90 par 90, type 22 et puis on dit: «Bah, les anciens, c'était 3000 watts et les nouveaux, c'est, 2800 watts». En fait, on parle d'un 80-60 et d'un 50-30. En fait, les gens ne le savent pas toujours, c'est que 50-30, c'est 50° d'arrivée et puis Mmh. 30 de sortie et puis 80-60. Donc encore une fois, tout va dépendre de quelle est la température qu'on va pouvoir donner et encore une fois, beh, au plus le système, va être en radiation, va être sur des surfaces grandes, au plus on peut travailler sur une température qui est plus basse. Au plus on va travailler sur des corps de chauffe qui est plus petit, qui va plus favoriser la convection, on va travailler sur des températures plus hautes. Donc encore une fois, tout va dépendre de la pièce, tout va dépendre de l'habitacle. Est-ce qu'il est suffisamment bien isolé pour avoir légèrement, enfin peu de température et donc la radiature peut être conservée? Évidemment, ouais. Sachant que c'est un test qu'on peut donner à part en mettant son système actuel à une température, plus basse, et voir si ça nous suffit. Et du coup, ça voudra dire que les corps de chauffe, peuvent être conservés ou pas. On a des habitations qui ont des vous savez, c'est ce que je rebondis un peu sur ce que tu disais, c'est que, bah, il y a effectivement des clients qui nous demandent d'acheter des chaudières mazout, à mettre dans la cave, dans le cas où de. Mais on a, la vraie problématique, c'est qu'on a beaucoup de clients qui ont des vieilles chaudières à gaz à rampe, seuls, qui consomment énormément et qui font tout ce qui c'est de la machinerie, en fait, qui fonctionne. C'est très simple, il y a un thermocouple, il y a voilà, c'est pas très compliqué de la relancer et quand ça casse, on rachète, sur internet des pièces, on bricole et ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est énergivore et donc on a tiens et ces personnes-là ne veulent pas évoluer parce qu'ils ont trop peur. Ils se disent: «Oui, mais non, on ne pourra plus, j'ai pas investir maintenant». Donc on a des problèmes d'avoir des chaudières qui sont, déjà pas conformes et qui polluent, qui sont même à risque. Donc oui, c'est sûr que le gros avantage, c'est que ces chaudières-là, elles ne savent pas créer en basse température. Si jamais on descend la température, on veut chauffer l'eau à 40°, tout va pourrir et tout, pas possible. Que si on passerait sur une chaudière à condensation, nouvelle génération, on peut même envoyer du 30°. Donc si maintenant on dit: «Ben voilà, je vais envoyer du 35 à du 40° systématiquement, mes journées», à certaines saisons, on dit: «Bah, tiens, je me rends compte, moi, de septembre à décembre», parce que là, maintenant, il fait il on a des saisons qui changent, donc jusqu'à décembre, on se rend compte qu'envoyer 40° dans les radiateurs, en fait, ça marche super bien. Puis là, janvier à mars, avril, hein, il y a de la neige qui est annoncée pour janvier. Mais là, effectivement, les températures vont être plus basses, où là, il va falloir donc là, il y a vraiment une capacité de faire des tests, mais encore une fois, c'est propre à chaque maison. On a les mêmes maisons, un peu, similaires, mais qui ne sont pas avec les mêmes matériaux, bah, elles changent radicalement, quoi. Ah oui, et puis ça dépend de l'étape de vie aussi, hein. Certains veulent garder le radiateur parce qu'au fait, c'est compliqué de changer l'intérieur. Bah, c'est peut-être plus facile d'isoler à l'extérieur à ce moment-là ou d'avoir un système hybride qui va juste donner ce qu'il faut, au moment des grands froids. Donc, effectivement, ça évalue. Mais comme vous le dites, effectivement, le test le plus facile, c'est on met sa chaudière à 50° et puis, on regarde, à partir de quand on a froid et puis, si on tient les 3 quarts de l'année, bah, c'est qu'on est prêt, sans doute pour un système et puis après, si on ne tient pas, bah, les choix, changer le système de chauffe ou bien isoler ou voilà. Après, c'est là où on rentre dans toutes les questions qu'on va discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que ce que j'entends là-dessus, c'est vrai que de manière générale, un des problèmes qu'on avait, je pense qu'il va être soulevé, assez rapidement, c'est grâce à Charlotte, c'est que quand on dit à quelqu'un: «Bon, bah, voilà, ce serait bien de mettre un chauffage par le sol parce que c'est l'idéal», hein, il faut dire ce qui enfin, faut le dire. Et entreprendre un nouveau chauffage par le sol dans une habitation où il y a pas de rénovation, c'est très lourd. Tout casser, tout vider, c'est lourd et c'est là que, bah, Opal 2 centimètres, je veux dire, moi personnellement, si je de on a tous des plafonds qui font 2,48 m, 2,50 m, voire 3 mètres. Bah, OK, 2,48 m, voire à 2 mètres, alors peut-être pas 2,46 m parce qu'il faudra remettre un revêtement, mais on va passer de 2,48 à 2,44, ça va pas changer grand chose. Par contre, le confort de vie, mais alors là, il est enfin, c'est on est vraiment dans une évolution où il y a des techniques incroyables et bon, je suis au courant évidemment de la solution d'Opal, mais très peu de clients le savent. Je pense qu'arriver à démontrer qu'il y a plein de solutions, que ce soit, enfin oui,
Je pense qu'il y a un gros travail politique à faire pour aider, en fait, parce qu'aujourd'hui, vous allez sur internet, vous posez une question et vous avez tout et son contraire. Et le pire, c'est que vous avez dans tout et son contraire, tout est, j'ai le, justifié. On justifie non, puis on justifie oui. Et on arrive presque à justifier le peut-être. Aujourd'hui, en fait, on ne sait plus trouver, sur internet une solution. Maintenant, on a l'IA qui est incroyable, qui vous dit: «Bah non, la vérité, c'est ça». Puis on lui répond: «Bah tu te trompes». «Ah oui, pardon, je me suis trompé la piste». Donc c'est extrêmement compliqué de pouvoir trouver, des solutions. Donc il faut se référer à la physique. C'est le grand avantage du chauffage, c'est la physique. La physique, elle ne trompe pas. Donc les études, c'est clair, et là, on a des solutions, aujourd'hui qui peuvent être adaptées, ça c'est vraiment Ouais, je crois vraiment le message à derrière, en tout cas pour les installateurs, c'est tenez-vous au courant, ne vous laissez pas dépasser parce qu'au fait, les solutions évoluent chaque jour. Les pompes à chaleur sont de plus en plus performantes, y compris des pompes à chaleur haute température, monobloc, et cetera. Pour certaines solutions, c'est utile et effectivement, il faut pouvoir conseiller, la solution de choix que vous proposez est super aussi parce que ça permet, d'évacuer plein de contraintes et de finalement pas faire tant de travaux que ça à la maison, de ne pas tout sortir. Après, je reviens avec les contraintes, au niveau urbanistique, il y a des hauteurs minimales, et donc là, ils doivent pouvoir mettre des dérogations en disant: «Si c'est pour mettre pour un chauffage par le sol, je vous autorise à avoir une hauteur un peu minimale, au lieu d'avoir de 2,50 m pile, bah, vous aurez 2,45 m et c'est pas grave». On a et donc là, c'est là où je parlais de remettre tout le monde dans le bon sens, des solutions comme celle-ci sont absolument géniales, mais si on est bloqué pour une bonne doucement, toi, faut que, on va bloquer, quoi et donc mais donc des solutions, il y en a mais il faut parfois un peu les chercher et il faut se mettre tous ensemble pour les trouver. Super. Merci à tous les 3 d'être, venus nous présenter vos compétences. Je rebondis notamment sur une, des recommandations, que tu as évoquées, qui concernait les aides financières et bah, la trajectoire que les politiques vont avoir par rapport à ça. Notre prochain webinaire sera le 16 juin à midi également, sous la même configuration et nous évoquerons, justement les aides financières avec la présentation d'une toute nouvelle étude qui vient d'être réalisée par, Financité et on parlera du coup du financement de la rénovation énergétique. La Belgique a besoin au jour d'aujourd'hui de 350 à 400 milliards d'euros d'ici 2050 pour réussir, sa transition énergétique au travers de la rénovation et du coup, les moyens ne sont pas, suffisants, mais il y a des mécanismes, qui pourraient être mis en place et ce sera l'objet du coup de la discussion, du webinaire de ce 16 juin. Heu, voilà, je ne sais pas si on a déjà mis, le lien vers, le webinaire dans le chat, on me fait signe que oui. C'est magnifique. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui et on se retrouve, le 16 à midi également. Merci. Au revoir.